Yes, salut tout le monde. Et je vous ai déjà dit, j'adore ce générique, il est trop bien. Il défonce. On l'a même sans le son, mais il est trop bien. Franchement, on a envie de danser. Super cool. Bienvenue dans Café Série numéro 16. Et on va presque parler d'autant de séries que dans le générique, tellement on a de choses à dire. Par contre, on est Café Série avec un S parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs ce mois-ci. Il y en a même au taquet. D'ailleurs, on a un paquet de news comme ça pour commencer. Ouais. Et on vous a préparé un petit top 3 bien costaud. Bien, avec que du bon. Ouais. Le top 3 du j'ai envie de regarder la télé parce qu'il y a tellement de choses. On va vous parler des séries de la chaîne FX. Peut-être que vous connaissez pas la chaîne, mais vous connaissez les séries parce que celles-là, elles sont incontournables. Et en zoom, on a décidé de vous donner notre avis sur Iron Fist, que nous n'avons pas eu le temps de finir parce qu'on avait aussi d'autres séries à regarder. Ouais. Mais on en a vu quand même assez pour vous en dire quelques mots. Et surtout, on a aussi envie d'entendre votre avis. Pouce levé, pouce vers le bas pour Iron Fist. On verra ça tout à l'heure. Et à la fin, il y aura la rubrique What Else, mais c'est la rubrique surprise. Spoil pas, quoi. Ben parce que Kevin n'avait pas fait son travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Kevin n'avait pas fait ses devoirs, donc je lui ai piqué sa rubrique. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Il y avait un twist. Il y avait un petit twist à la fin, c'est terrible. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite avec les news et l'expresso. Alors première news, c'est pour toi Kevin, tu tousses et après c'est bon. Il y avait un truc dans ma gorge, excusez-moi. C'est comme ça. Ouais, donc la première news, il s'agit enfin du trailer officiel pour la série American Gods. C'est très attendu, qui débarque le 30 avril sur la chaîne Starz. Donc c'est l'adaptation du roman de Neil Gaiman du même nom, qui est scénarisé par Bryan Fuller, le grand Bryan Fuller qui avait fait Hannibal juste avant. C'est une série que j'attends énormément parce que j'ai beaucoup aimé le bouquin. Donc ceux qui connaissent l'histoire vont retrouver beaucoup d'éléments familiers en voyant le trailer. Les autres, je vous laisse la surprise de le découvrir parce qu'il y a beaucoup de twists et de choses intéressantes dedans. Donc vous verrez bien. Ce qu'on peut dire depuis ce trailer, c'est que ça, visuellement, ça va être magnifique. On connaissait déjà l'attrait de Bryan Fuller pour le visuel. On a vu dans Hannibal qui était à tomber par terre de beauté. On sent qu'il va réellement amener ça dans American Gods, surtout le travail sur les couleurs. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et ouais, donc c'est plus côté Hannibal que côté Pushing Daisies, quoi, quand même. Hein. Ouais, American Gods, quand même, c'est un peu sombre. Oui. Ouais, on va retrouver ça là-dedans. Et j'ai vu ça, je me suis replongé directement dans le roman. J'ai revu des scènes juste en revoyant ces personnages-là, comme ça. Je la connais, elle est à droite, hein. La mamie, là. Ouais, le personnage, l'acteur qui incarne Shadow a l'air très bien choisi. Et j'ai très hâte de voir ça. Donc le mois d'avril va être très chargé, hein, où il y a beaucoup de bons trucs. Bah moi j'ai hâte, juste visuellement, parce qu'en fait je connais pas l'histoire et à la limite j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai pas voulu en dire plus sur l'histoire parce que ça a l'air chelou. Hein, ça a l'air très chelou et il faut découvrir ça petit à petit. C'est toi Jeff qui disait la dernière fois, on sait de quoi ça va parler ce truc. J'ai vu le trailer, voilà. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Il va y avoir plein de petites surprises. Hein. Oui, il y a l'air d'avoir des trucs sympas. Autre news, Kevin, toi aussi, c'est toi qui as choisi cette news, c'est le retour de Master of None. Ouais, donc comme je disais ce soir, il y a plein de trailers, plein de retours de séries, de nouvelles séries en avril, en mai. On va faire que regarder des séries. Et voici donc, c'est la saison 2 de Master of None qui a enfin une date. Donc il s'agit de 12 mai sur Netflix. Donc on avait laissé le personnage, donc Aziz Ansari, qui partait en Italie à la fin de la saison 1. Je pense que ça se déroule sur l'Italie bizarrement, ouais. Voilà, donc c'est un petit teaser, on va pas grand chose, on va donc lui et son pote en train de faire des scooters dans la campagne italienne. Mais j'ai très hâte de voir cette suite. J'avais adoré la saison 1. Moi aussi. Hein. Elle a été récompensée par un ami, je crois. Ouais, exactement. Oui, elle a eu des récompenses. Méritées d'ailleurs, à mon sens. C'est clair que là, moi aussi j'ai hâte. Et cette semaine, il y a eu la grosse news, ça a été vraiment un peu le tremblement de terre parce que OCS a acquis les droits de HBO, mais les droits entiers, complets ou exclusifs. Voilà, merci du mot. Et là, c'est chaud. Mais ouais, donc OCS était sous contrat avec HBO depuis 2008, mais ils avaient, comme on disait, les droits en première diffusion, donc ils diffusaient les séries en US plus 24, donc le lendemain. Première fenêtre en duo. Première fenêtre, exactement. Et ensuite, il y avait par exemple Canal+, qui pouvait diffuser. Ensuite, Canal+ a diffusé Game of Thrones, ils ont diffusé The Leftovers il y a pas longtemps. Sauf que là, apparemment, c'est terminé. Et donc, OCS a les droits en exclusivité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir diffuser donc ils vont toujours diffuser les séries en US plus 24, donc cette fois-ci, on va pouvoir accéder à tout le catalogue HBO à la demande sur OCS Go. Et c'est
quasiment un HBO Go, mais à la française. En fait, on va voir tout le catalogue HBO, mais même les anciennes séries, mais même les récentes, les anciennes séries à la demande, on est limité. Et c'est un petit peu génial. C'est vrai qu'au CSGO, c'était un petit peu frustrant de ce côté-là. C'est-à-dire que quand un épisode était diffusé, il était disponible seulement pendant une certaine durée de temps en replay. Donc si jamais tu ne suivais pas la diffusion en direct, tu commençais genre 1 mois, 2 mois après, bah, tu n'avais plus le premier épisode. Et du coup, tu étais très frustré. Pour les avoir ou il y avait plein de trucs? Non, c'était pas dispo. Il fallait attendre généralement, tu as une seconde diffusion, genre 6 mois après, quand tu es à la VF. Généralement. C'est un peu ouais. Il fallait attendre 6 mois quand même pour voir le premier épisode. Parce que du coup, le principe du truc que t'emportes, c'est peut-être pour pas le regarder tout de suite. Quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, là, ça sera en illimité, on aura tout le catalogue. Un petit peu comme un Netflix, hein, ça va devenir une offre de SVOD, donc de VOD par abonnement. Et ça sera peut-être pas directement concurrent Netflix, mais pour moi, c'est un bon complément, vu que Netflix n'a pas les séries HBO. Si vous êtes fan des séries de cette chaîne, un peu comme moi, ben c'est l'offre parfaite en complément. Et Canal+, ils peuvent sauter par la fenêtre, quoi. Ouais, Canal+, il y a plein de monde qui vont sauter par la fenêtre. Là, par tout contre, perdre. Bah non, il y a le super Canal Play. Ouais. Aussi. Non, mais c'est vrai que ils diffusaient des séries HBO sur Canal+ Série, par exemple, même sur Canal+ Premium. Hein. Bah oui, ils étaient contents de diffuser les saisons de Game of Thrones un an plus tard, un an après tout le monde. Mais ça va leur faire bizarre. C'est clair. Ça va vraiment leur faire bizarre. C'est vrai que du coup, entre ça et ils ont perdu aussi... Merde. Ah, le truc de la série Netflix avec les... House of Cards. House of Cards. Ouais. Ils sont fait un peu dépouiller leur série US. Petit. C'est moche. Bon, peut-être qu'ils vont acquérir d'autres droits après pour compenser. Hein. C'est sûr. Il n'y a pas que les séries HBO, heureusement, mais bon, quand même, c'est vrai que... Puis même, ils ont leur C'est un gros morceau. Hein. C'est clair. Autre news, alors c'est CBS. Ils nous ont fait un petit coup à la CW, c'est-à-dire qu'ils ont renouvelé What Milk série, en gros 13. Il y en a déjà qui avaient été renouvelés un petit peu avant. Il y a eu plein de suites. Je crois que la dernière fois, on avait parlé de The Big Bang Theory. Oui. Qui c'était en négociation parce qu'il y avait un problème de salaire pour les actrices. Donc ils étaient en négociation et en gros ils avaient dit on renouvellera pas si le salaire des actrices n'est pas augmenté. Enfin il y avait tout un truc. Et finalement c'est les acteurs qui ont accepté chacun de baisser leur salaire de $100,000 pour que les actrices soient augmentées. Ça s'est jamais vu. Ouais, un beau geste. Et du coup, bon, celle-là, elle était renouvelée pour 2 saisons directes. Il y a plein d'autres séries qui ont été renouvelées, dont les NCIS, Bull, celle avec Michael c'est tout CBS qui a été renouvelé. Et MacGyver. C'est ça qui a rencontré son public. Oui, mais c'est assez terrible, quoi. Donc. Ouais, mais comme on disait quand on en a parlé, je pense que c'est les ventes internationales qui jouent beaucoup là-dessus. Hein. Ils pensent pas seulement au marché américain. Il y a Mom qui est bien, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, Moi, j'avoue, Big Bang Theory, j'ai saturé depuis pas mal d'années. j'ai arrêté ça. Et si l'histoire de spin-off, déjà, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée. Parce que déjà les préquels en général. Perdu au spin-off, là. Ah non, mais les préquels en général, c'est très rarement une bonne idée. Mais là, raconter la jeunesse de Sheldon, je peux déjà l'écrire d'avance. Je vois déjà l'épisode où on va raconter l'origine du Bazinga, tu vois, je peux l'écrire dès maintenant. Il y est. Bien sûr qu'il y est. Il y est forcément. Il y est. Encore, ouais, alors, c'est vrai que le spin-off de Big Bang Theory va être produit sans passer par la case pilote, en fait. Direct. C'est populaire, hein. Ouais, direct. Ils sont sûrs que ça va fonctionner. Et en fait, donc ça va être Sheldon à 9 ans, qui va déjà au lycée. Et c'est ce petit bonhomme qui j'adore. Je l'adore, lui. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Je sais plus. Ian quelque chose. Armitage. Et il joue dans la série Big Little Lies de HBO. Ouais. J'ai un super coup de cœur sur ce gamin. Il est choupinou, mais c'est... Et donc c'est lui qui va jouer Sheldon, qui est censé être agaçant. Alors peut-être qu'il sera pas agaçant quand il était petit. Et Jim Parsons, donc qui joue le vrai Sheldon, va être dans la série en tant que voix off. Donc est-ce que ça va être trop difficile voilà. En gros, c'est premier épisode réalisé par Jon Favreau. Oui, bon, ça veut rien dire. Hein. J'essaie de lui mettre des trucs de cinéma. Non, mais j'aime bien Jon Favreau, mais bon, on sait bien. Le fait que ce soit un réalisateur de cinéma qui réalise un épisode de série, c'est l'impression que ça apporte. Ils essaient un peu de donner une certaine légitimité, tu vois. On a vu par le passé que ça voulait pas forcément dire grand chose. Hein. Donc, bon, je reste très très méfiant vis-à-vis de ça.
Ouais, le fait qu'ils rushent un peu tout ça, j'ai l'impression qu'ils veulent pas renouveler l'échec du spin-off de How I Met Your Mother. Ils devaient faire un spin-off qu'on attend toujours d'ailleurs. C'est vrai. Donc, l'impression que là, il dit bon, c'est pas si pas de pilote, là, on y va direct, les gars. On s'arrête pas, on y va. Bon, il y en a qui sont pas d'accord avec moi dans la chatroom qui disent que c'est une tête à claque, le gamin. Donc voilà, écoute. Dans ce cas, il est peut-être bien choisi Monsieur alors. Loisy, ben oui, il aime pas les enfants dans les séries. Mais moi, justement, je trouve que lui, il est chou. Ah, généralement, j'aime pas trop, mais il y en a des bons quand même. Il y a aussi CBS. Alors, dans le flot de séries renouvelées, il n'y a pas grand chose qui nous fait plaisir. Moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est The Good Fight. Alors, c'est pas vraiment une série qui est diffusée sur la chaîne CBS, c'est sur le site web, c'est CBS All Access. Enfin, c'est pas tout à fait. Ça fait pas partie exactement. C'est la chaîne qui diffusera Star Trek. Voilà, oui, tout à fait. Donc, par contre, The Good Fight, c'est vachement bien. J'adore. Donc, c'est le spin-off, comme quoi, de The Good Wife, centré autour de Diane, et c'est vraiment top. J'ai à peine commencé, donc peut-être on y reviendra plus tard avec Kevin. Ouais, je pense, ça m'intéressait beaucoup. J'avais pas tout suivi. Moi non plus. La série originale, mais là, ça me semble. Trop de saisons, trop d'épisodes. Ouais, exactement. Mais bon, The Good Fight, c'est une bonne nouvelle. Autre trailer, on a vu un trailer aussi qui a l'air, mais aussi fou. C'est le trailer de Fargo, la saison 3. Parce que dedans, il y a Ewan McGregor qui joue 2 rôles. Ouais. Et dont l'un où il est méconnaissable. Alors là, on le reconnaît, hein, clairement. Là, c'est l'entrepreneur. Et là, c'est son frère. Ouais, c'est son frère, ouais. Donc c'est pas des jumeaux, c'est juste son frère. Et là, je pense que j'aurais dû faire un jeu en fait en vous demandant qui c'était. C'est hyper difficile de le reconnaître. Et rien que pour ça, on aurait dit Matthew McConaughey. Un peu, ouais. Ça a l'air d'être une tuerie. Donc il y a un frère qui a du succès, en gros, et l'autre qui est un loser. Qui a plus de mal. Et entre les deux, il va y avoir une femme qui est interprétée par Mary-Elizabeth Winstead, donc celle qui avait dans Brain Dead. Ouais. Qui est génial. Qui est très très bien. Qui est très 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 bien. Et il y aura aussi dans cette saison 3 Carrie Coon de The Leftovers. Double dose de Carrie Coon au mois d'avril. Oui, en plus la saison 3 de Leftovers qui arrive en avril. Donc autant vous dire que là, la hype, elle est taquée sur la saison 3 de Fargo. Quoi. Ça c'est un bon. En même temps, les 2 premières saisons vont être tellement assurées, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est vrai. Donc là, bon. Ouais, j'ai très très hâte quand même. Je pense que dans le prochain Café Série, on peut le dire. Hein, il y a des chances. On devrait. Au moins, peut-être on va se débrouiller. On verra le planning, mais peut-être au moins les 2 premiers épisodes. On va essayer d'en parler parce qu'on est. Ouais. Mais ce qui est fort quand même, c'est quand le trailer fait genre 2 minutes, tu vois, en 2 minutes, tu retrouves immédiatement l'ambiance de Fargo. Ouais, entre les personnages un peu barrés, charismatiques et tout. Ouais, et puis juste les images, c'est. Top, les images, direct, t'es replongé dedans, t'es là, ok. 19 avril, je serai là. Exactement. Donc voilà, petit tour des news, il y en avait 50 000 autres, on aurait parlé de plein de choses. Pareil, ouais. Mais voilà, et dans la chatroom, tout le monde nous dit que Fargo c'est une super série, donc... On est d'accord. Donc c'est cool. On va passer tout de suite à notre top 3, et le top 3 de ce mois-ci, c'est le top 3 des séries FX. Alors, vous connaissez peut-être pas la chaîne FX, la chaîne des States évidemment, qui est créée en 94. Mais au départ, qui n'était pas une chaîne de séries, donc ces temps-ci, il y a beaucoup de séries qui sortent sur FX. Avant, c'était pas du tout le cas, c'était plus une chaîne de sport en fait, de baseball, entre autres. Je crois il y avait des courses de moto, de voitures. Ouais, c'était une chaîne un peu extrême, quoi. Une chaîne pour les mecs, clairement. Et ils se sont mis aux séries vers 2002-2003, ils ont commencé à sortir quelques séries sympas. Ouais. Et là, en ce moment... C'était The Shield, je crois, la première. Ouais, il y avait The Shield. Là encore, c'était aussi pour les mecs un petit peu testostérone. Ouais, tout ça. complètement. Et il y avait quelques comédies aussi, j'ai plus de mémoire là, ça me vient pas, mais il y avait quand même pas mal de trucs. Et alors là, cette année, c'est la chaîne qu'on n'attendait presque pas et qui nous sort des trucs de fou. Ah, c'est fou, quoi. Hein. Et donc les 3 séries, ça y est, spoil, on a adoré les 3, comme ça. Hop. Ouais, ça c'est fait. Ça. Voilà. On lit et direct. À la limite, le plus dur, ça va être de choisir laquelle regarder en premier. Donc c'est cool. Oui, FX filiale de la Fox. Oui. Ouais, tout à fait. Ça veut dire Fox, je sais plus quoi. Fox Extended, je crois. C'est un truc comme ça. Possible. Donc première série, ça s'appelle Taboo. Taboo. Ça vous dit quelque chose? Mini-série de Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, avec en projet, à l'origine du projet et dans la série Tom Hardy, qui est un acteur mais génialissime.
Le charisme incarné. Le charisme incarné, avec un petit défaut de prononciation quand même. Ça s'appelle le mumbling. Ouais, mais je sais jamais si c'est sa vraie voix à Tom Hardy ou si en fait il prend un accent spécial. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il est pas tellement. C'est sa caractéristique, il parle un peu. J'entends Bane à chaque fois qu'il parle. Un peu à la Mulder, je trouve. Il est un peu le même truc. Et ça parle de quoi, Tabou alors? Ouais, donc ça raconte l'histoire du personnage de Tom Hardy qui s'appelle James Delaney. Déjà, on va situer l'époque, ça se déroule donc au début du 19e siècle à Londres, hein, donc en 1814. Donc le personnage de James Delaney a été présumé mort en Afrique pendant de très longues années. Donc il revient à Londres au moment de la mort de son père. Donc il va clamer l'héritage. Et on sent qu'il y a beaucoup d'embrouilles autour de tout ça, que la mort de son père n'est pas très très nette, qu'il y a des luttes de pouvoir autour de l'argent. C'est exactement. Ça. Toujours l'argent. Et la compagnie... des Indes orientales. La compagnie des Indes, le commerce du thé. Le truc intéressant au niveau de l'époque, donc j'ai dit 1814, c'est que ça se déroule encore pendant la guerre civile américaine. Et c'est... on voit toujours cette époque-là du côté des Américains. On l'a très rarement vu du côté des Anglais. Et je suis très content en fait que ça aborde enfin ce coin-là. Parce que comme tu disais, donc, il y a la compagnie des Indes orientales, donc il y a des enjeux territoriaux là-bas, parce qu'il va y avoir découper les terres à un moment donné quand l'armistice sera signé. Donc ça crée vraiment un univers très original en fait. C'est un nom qu'on n'avait encore jamais vu auparavant. Très très sombre aussi parce que c'est crasseux au possible. C'est vraiment dégueulasse. Je pense il n'y a jamais de lumière dans cette série. Il n'y a jamais de lumière. Déjà, bon, le sujet est sombre, mais la ville est crasseuse, dégueulasse. C'est vraiment très très laid. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu les 2 premiers épisodes. J'ai plutôt bien aimé les 2 premiers épisodes. Déjà, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est Steven Knight et Tom Hardy. Steven Knight parce que j'adore Peaky Blinders. Je suis vraiment très 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 fan de cette série. Steven Knight a réalisé les premiers épisodes, je crois. Donc, on va retrouver cette esthétique de Peaky Blinders, cette photographie et tout ça. L'écriture est toujours top. Même si parfois, j'ai trouvé que ça se regardait un petit peu écrire. Certains dialogues ne faisaient pas très très naturels, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Après, on n'est pas à l'époque, c'est difficile de... Ouais, mais par rapport à d'autres séries, la façon dont ils parlent, la façon dont ils échangent, ça fait peut-être plus littéraire que vraiment langage parlé. Enfin, c'était un peu temps, ça m'a un petit peu dérangé de ce côté-là. Mais bon, sans Tom Hardy, c'est le charisme. Ce mec, il marche, il suffit de faire un plan, lui qui marche dans la rue en fait, et tu le regardes et là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça. T'es accroché à ton canapé, tu regardes ça. Il est badass. Il est badass. Il a un chapeau totalement ridicule. Mais le mec assume quoi. Il assume le chapeau ridicule. Comme ça, tu vois. Lui, tu fais. Le mec a le style. Donc on sent son personnage est torturé, on sent qu'il a passé très très sombre. Il y a un côté mystique aussi qui intervient un petit peu à un moment donné. Mais sinon, c'est vraiment des tractations, des négociations ou des coups dans le dos, que ça en fait, avec en fait le gars qui revient et qui est présenté comme un paria et que à qui personne ne veut parler, c'est presque la peste. Et finalement les mecs qui sont les dirigeants de la compagnie East India, qui eux sont des pires crasses quoi, c'était des pourris hein. C'est vraiment des pourris, mais eux ils ont toujours le beau rôle, c'est assez intéressant. Ceux qui ont le pouvoir, donc forcément les mecs ils se mettent en avant. Et du coup on a vu passer les quelques images du casting. Exactement, le casting est très très aussi, parce qu'il n'y a pas que Tom Hardy dedans. Très très anglais. Le superbe Jonathan Pryce qui est dans Game of Thrones par exemple. High Sparrow. Excellent. Très très bon, très très pourri. Toujours très très pourri. Il le joue bien quand même, il joue bien les pourris. Hein. Il y a aussi Una Chaplin. Qui était dans Game of Thrones. Aussi qui est très très bien. De Charlie. Petite fille de Charlie. Il y a beaucoup d'anglais. Et il y a un Américain, Michael Kelly, qui est là parce que il y a un peu conflit, comme l'a dit tout à l'heure Kevin, États-Unis, Angleterre. Et il y en a un Américain qui se trouve justement là pour faire des choses aussi, mais c'est lui, et il est dans House of Cards par exemple, ou dans plein de séries, il joue souvent les méchants, donc c'est assez marrant de... Dans Black Mirror aussi on l'a vu dans la saison. Tout à fait. Minotaur nous dit cette série c'est un jeu d'échecs en live, complet. Mais j'aime bien toutes ces petites histoires de machination, de coups de poignard dans le dos comme tu dis, c'est un jeu d'échecs, chacun avance ses pions, chacun prépare sa stratégie. Et il n'y a que 8 épisodes.
Donc moi j'ai pas fini non plus. Toi t'as dit 2, moi j'en ai vu peut-être 5 ou 6. Pas fini, mais ils arrivent à rendre un truc qui à la base est pas hyper intéressant, du commerce, mais c'est passionnant. C'est passionnant, enfin disons que le setting, enfin l'endroit où ça se déroule est intéressant, mais après au niveau du fond, les histoires de gens qui réclament des héritages et qui après des tractations, des machinations, ça a été fait déjà 100 000 fois avant, mais comme tu disais, ils arrivent à tourner ça d'une certaine façon, tu es juste hypnotisé en fait, t'es vraiment cramponné à ton fauteuil, tu suis, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après, quel va être le prochain mouvement, et ouais, c'est juste fascinant à regarder quoi. Belle série, donc on vous conseille. Donc Tabou. Voilà. Deuxième série. Attention, alors celle-là, elle est toute récente, elle vient juste de commencer. Ça s'appelle Feud. Ouais. Et c'est la nouvelle série de Ryan Murphy. Enfin, anthologie, pardon. Ouais, c'est une anthologie. Puisque on sait déjà que la saison 2 n'aura pas le même sujet que la saison 1. Donc, Et ça raconte une histoire de cinéma. C'était pour toi cette série. C'était fait pour. Donc Feud, qu'on pourrait traduire par querelle en français. Ouais, donc comme disais, c'est une série anthologique. Ouais. Ça va raconter un petit peu les grandes querelles de l'histoire. Je ne sais pas s'ils vont remonter très loin dans l'histoire ou ils vont rester dans l'époque moderne. Donc ça sera une querelle différente par saison. Dans cette première saison, donc, elle est consacrée à 2 actrices de l'âge d'or au niveau hollywoodien, qui sont Betty Davis et Joan Crawford, donc des icônes, des très très grandes actrices. Donc ils sont incarnés ici par Jessica Lange et Susan Sarandon. Rien que ça. Elles aussi de grandes actrices, on peut dire des actrices modernes. Ouais, c'est ça. Donc ça va raconter la querelle entre ces 2 actrices qui va vraiment se cristalliser en 1962 lors du tournage du film Qu'est-il arrivé à Baby Jane, qui est tiré du roman du même nom où elles jouent tous les 2 dedans. Elle joue en fait 2 anciennes actrices hollywoodiennes en fait, c'est un peu métal le truc dedans, 2 sœurs qui vont se quereller. Non, bon, je l'ai pas vu, je n'ai pas vu le film, j'ai quelques lacunes. Tu l'as pas vu? Ah, je pensais que tu l'aurais vu. Non, je l'ai pas vu, j'ai pas mal de lacunes au niveau des actrices, vraiment de l'âge d'or, je suis pas remonté aussi loin. Ouais. Et d'autres actrices que j'ai vues, je suis plus Katharine Hepburn et toutes ces types-là. Donc voilà, là on voit les vrais Betty Davis et Joan Crawford. Au milieu on a Jack Warner, donc l'un des Warner Brothers, voilà, qui est incarné dans la série par Stanley Tucci. J'adore Stanley Tucci. Donc j'ai regardé j'ai vu le premier épisode seulement, et j'ai regardé ça d'un œil un peu curieux et j'étais complètement hypnotisé par ce qui se passe dedans. Alors forcément, moi fan de cinéma, donc j'étais intéressé par ces 2 actrices là, mais en fait c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est 2 portraits de femmes en fait. Donc il faut savoir, donc Joan Crawford et Betty Davis, donc à ce moment là de leur carrière, c'était des actrices un peu âgées qui étaient en train d'être remplacées par une nouvelle génération qui était Bimbo, incarné par Marilyn Monroe. Donc forcément, ça attaque directement le côté, je ne trouve pas le terme. Non, j'ai dit ageism, mais. Ben oui. Je sais pas si ça se dit. L'agisme en français. Le jeunisme. Le jeunisme, pardon, excusez mon franglais. donc ça attaque directement le jeunisme au niveau hollywoodien, et c'est vraiment 2 personnalités totalement différentes. D'un côté, on va avoir Joan Crawford, qu'elle est vraiment focalise vraiment sur son âge. On la voit tout le temps en train de se mettre des crèmes, de faire des traitements, mais je pourrais mettre du citron, je crois, sur ses coudes, pour les articulations. Elle est vraiment obsédée par ça. On sent que vraiment elle vit mal ce côté-là. Elle vit mal de pas trouver de rôle, en fait, parce qu'elle est vraiment le super un peu charme de sa vie. Son mari vient de décéder, donc elle se retrouve un peu toute seule. Elle a plus une thune, surtout elle a plus un rond. Donc il faut qu'elle travaille. Elle a vu des Oscars aussi. Ouais, elle a un Oscar. C'est une légende. C'est vraiment une légende vivante. En gros, c'est comment la différence entre comment la personne est perçue. C'est-à-dire c'est quand même une star, une légende, et la réalité où en fait elle a plus de rôle parce qu'elle est vieille quoi. Elle est plus vieille. C'est juste exactement ça. Ouais. De l'autre côté, on a Betty Davis, donc incarnée par Susan Sarandon. Elle aussi, on lui propose plus de rôle. Parce qu'elle est plus âgée, mais elle a un problème différent. Enfin, un problème différent, c'est que c'est un homme en fait. Betty Davis, elle se comporte comme un homme, ce qui forcément à Hollywood passe pas très bien. Mais en plus, dans les années 60, à Hollywood où le machisme était à fond, passe encore moins bien. Donc, c'est 2 femmes, 2 personnalités différentes, 2 personnalités totalement fascinantes qui sont extrêmement bien écrites par Ryan Murphy. J'avoue qu'il m'a un peu bluffé sur ce côté-là. C'est que Ryan Murphy, moi j'étais un petit peu resté à American Horror Story, donc je ne suis pas très très fan. Mais je dois admettre que j'admire quand même son côté versatile, sa faculté à écrire vraiment des choses totalement différentes. Et à être bon dans les 2, même si j'aime pas American Horror Story, je connais beaucoup de gens qui aiment, et je respecte ça totalement, mais la caractérisation des personnages dedans
Il suffit juste de quelques scènes et tu comprends immédiatement tout sur elle. Oui. Et tu t'attaches à elle immédiatement. Elles sont toutes les deux touchantes. Et il n'y a pas que toutes les deux, parce qu'il y a aussi le producteur qui est aussi hyper bien dépeint. Alfred Molina. Ouais, c'est le réalisateur. Le réalisateur, donc le réalisateur qui joue Robert Aldrich. Ouais. C'est super intéressant de voir. Qui joue entre les deux. Ouais. Robert Aldrich, qui est plutôt connu, c'est le réalisateur des 12 salopards, qui l'a réalisé en fait après qu'est-il arrivé à Baby Jane, donc incarné par Alfred Molina, qui est parfait dans le rôle. Il y a aussi Stanley Tucci, donc qui incarne le Jack Warner, donc le grand patron du studio Warner. Il y a toute une ribambelle de guest stars. On va pas spoiler parce que ça fait partie un petit peu la surprise de les parce qu'en fait, quand même, le principe de la série, c'est que il y a le point de départ, c'est qu'il y a un documentaire qui est réalisé sur la querelle entre ces deux actrices, et donc il y a des gens qui sont interviewés et qui racontent, et ce qui est fascinant aussi, c'est de voir, donc ils expliquent l'origine dans les années 20, ça va jusqu'aux années 60, ça continue, et en fait du coup on voit les actrices qui sont en train de jouer dans le film, qui sont en train de tourner le film, donc on les voit tourner les scènes, donc on voit des scènes en noir et blanc, et après on les voit en vrai, en couleur. C'est aussi fascinant pour, même si on n'est pas fan de cinéma, c'est juste ça en fait, c'est que ça touche vraiment tout le monde, t'es pas obligé d'être fan de cette période-là. Je pensais que toi t'allais forcément adorer, mais même moi, je suis pas spécialement fan de ce cinéma, c'est génial de voir les coulisses du cinéma dans les années 60, de voir comment ça fonctionne. C'était pas très très joli. Hein, non, c'est pas très joli. Quand tu vois tout le glamour, ça glamour trop des changé, trucs, c'est tellement glamour pour nous, l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Et en fait, la réalité, c'est terrible. La réalité derrière, c'est terrible, surtout pour les femmes. C'est vraiment top. Et rien qu'à voir le générique, on sait que c'est une tuerie. Magnifique. Donc c'est un générique à la Saul Bass. Donc Saul Bass, c'était celui qui avait fait le générique de Psychose, notamment. De la même époque, qui est cité d'ailleurs dans le film Psychose. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu faire un générique similaire. Magnifique, c'est bon. Le style vous parlera direct si vous connaissez un petit peu Psychose ou Saul Bass. C'est magnifique. C'est un peu comme Mad Men, un peu, ça fait penser. Ouais, un petit peu, ouais. Tout en silhouette, terrible. Les découpages, un petit peu comme aussi Attrape-moi si tu peux, le film. Ah oui, exactement sympa. le même style. Ouais, si vous avez pas vu de trailer sur la série ou quoi, même juste regardez le générique. Ouais, exactement. Regardez le générique déjà, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça. Vous allez avoir envie de voir l'épisode, c'est obligé. Exactement. Ouais. Donc on vous conseille vraiment Feud, c'est... Ouais, 8 épisodes. Actuellement, il y en a 3 de diffusés, je crois. C'est ça. Effectivement, 8 épisodes. Comme Tabou, 8 épisodes. Mais on a que des séries à 8 épisodes. Exactement. On est sympa. C'est pour ça que j'aime bien cette chaîne, en fait. C'est très, très notre dernière série a aussi 8 épisodes. Celle-là, je suis sûre que vous l'avez vue. C'est pas possible d'être passé à côté. Je vais dire un dernier truc sur Tabou. Pardon, faut dire qu'il y a une saison 2 qui a déjà été annoncée. Ah oui. Et cette fois-ci, la colle, ça sera entre Charles et Diana. Donc un sujet totalement différent, on va totalement quitter Hollywood, on va même quitter le continent. Ouais. Et ça va être intéressant, hein. Je suis très très curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Moi aussi. Donc notre troisième série, c'est la série Légion. Légion, voilà. Tout le monde en a entendu parler, à moins d'être dans une grotte. C'est la série événement de ce mois-ci. Hein. Et c'est une série FX quand même. Encore une fois. On l'attendait pas non plus. Enfin, je sais pas, moi j'avais pas forcément. Moi j'attendais un petit peu parce que la série est créée par Noah Hawley, donc qui est le réalisateur le scénario de Fargo, de la série Fargo, hein, dont on va parler encore. Fargo, c'est le truc. Voilà, donc forcément, quand le mec fait une nouvelle série, déjà ça te titille un petit peu, déjà qu'est-ce qu'il va faire. Et surtout, la Légion, c'est tiré d'un comics X-Men. Donc, dans le comics Légion, c'est un personnage qui est le fils du professeur Xavier. C'est ça. Je dis pas de bêtises, hein, donc il y a des pouvoirs. Alors moi, quand tu me dis ça, j'ai pas envie de voir la série, tu vois. Déjà, tu me vends un truc, c'est une série X-Men. Mais en fait, exactement, tu vois. Tu dis, c'est encore une adaptation de super-héros, là. Déjà, tu penses à Agents of Shield et tout ça, tu es là, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et là, après, Noah Hawley, Fargo, tu es là, bon. Tu vas au moins regarder le premier épisode, de voir ce que c'est. C'est ça. Un peu par curiosité. Bon, alors le pitch, en quelques mots. Hein. Bon courage. J'ai écrit une phrase pour le pitch pour pas spoiler le truc. Donc ça raconte l'histoire de David Heller, donc qui est un jeune homme un peu troublé, qui a des troubles mentaux un peu schizophrène, qui est interné dans un hôpital psychiatrique, et on va découvrir. On suppose en fait que tous ces troubles psychiatriques cacheraient en fait des pouvoirs mentaux, des pouvoirs télépathiques qui feraient de lui en fait le mutant le plus puissant au monde. Donc je dis bien suppose, parce que la série en fait te donne aucune clé vis-à-vis de ça. Tu sais à aucun moment tu sais s'il y a réellement des pouvoirs ou si tout se passe en fait dans sa tête. On sait pas du tout. C'est la série. Comment décrire qui
Pourquoi on parle d'une série dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas spoiler et... Mind blown, mind fuck. J'ai vu le premier épisode, t'es là. Voilà. La série t'attrape, te secoue dans tous les sens, t'amène là où tu sais pas où elle va t'amener, te ramène encore ailleurs, elle te bouge ailleurs, te bouge dans tous les sens. C'est une espèce de montagne russe pendant plus d'une heure. Déjà, moi j'ai vu 1h07 l'épisode, j'étais là, oh là là, ça va être trop long. Parce que j'aime pas les trucs qui durent trop longtemps. J'en reparlerai tout à l'heure. J'étais là, qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai pas vu le temps passer, ça te secoue dans tous les sens. Tu sais pas où ça va en fait. Tellement. Comment dire? Bon, déjà, encore une fois, on avait dit Fargo tout à l'heure, le visuel était incroyable. Là encore, c'est pas incroyable, c'est au-delà du incroyable. Parce qu'encore, on retrouve les qualités de Fargo, on va retrouver les qualités de couleurs. Les couleurs sont magnifiques dedans. En quelques images, on a des couleurs rouges et tout ça. Mais les qualités de réalisation de Noah Hawley, il réalisait déjà bien dans Fargo, mais là, il y a des scènes de malades. Ouais, de malades. De malades. Toutes les scènes de ce genre-là. Celle-là, j'adore. Celle de la cuisine. Celle de la cuisine, c'est des trucs que tu ne vois pas à la télévision, en fait. Non. Là, c'est ça qui est fort, c'est vrai que c'est totalement différent de ce que tu peux avoir vu avant, en fait. Et puis, l'histoire... En fait, c'est très difficile de suivre. Et en plus, il y a des choses qui sont montrées dans l'épisode 1. Ils vont revenir dessus qu'à l'épisode 4. Et tu vas voir... La série ne te prend pas par la main, en fait. Non. C'est à toi un petit peu de... T'as intérêt à être bien suivre. Focalisé sur ta série parce que c'est juste pas possible de faire... Mais c'est hyper gratifiant, en fait, où du coup, 4 épisodes plus tard, tu comprends en fait ce qu'ils voulaient faire. Non, mais en fait, non. C'est ça qui est terrible. C'est que tu comprends un truc et puis après... Après, non, en fait, tu tires le tapis sous tes pieds. Le dernier que j'ai vu, j'ai fait, c'est bon, j'ai compris. Là, au bout de 5-6 épisodes. Et à la fin, ah putain. Ah non, qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai encore pas compris. Mais ce qui est génial, c'est que c'est pas une série prise de tête, en fait, où tu vas passer ton temps à essayer de comprendre, à relier les trucs d'autres ensemble. Non, c'est hyper divertissant parce que c'est toujours hyper bien écrit. C'est exactement comme Fargo, les dialogues sont hyper bien écrits, les personnages sont fantastiques. Ce que j'adore chez Noah Hawley, c'est sa faculté à écrire des personnages charismatique, mais en 2 traits de caractère. Il te définit un personnage, et surtout ses méchants. Il a une faculté à écrire les méchants et les tueurs. Ils s'en vont. Dans chaque saison de Fargo, tu avais un tueur, et là, tu en as encore un, en fait, qu'il a réussi à transposer ça dans l'univers X-Men, et c'est juste. Et en fait, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il prononce jamais le mot professeur Xavier. Non, le mot mutant est lâché. Je pensais pas qu'il lâcherait le mot mutant, mais le mot mutant est prononcé. Mais non, il parle pas de Xavier. Alors apparemment, donc Noah Hawley n'écarterait pas l'idée de faire apparaître le professeur Xavier à un moment. Il dit voilà, c'est droit du procès, on n'écarte pas l'idée. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte. Déjà, il faut que les acteurs acceptent, que ce soit James McAvoy ou Patrick Stewart acceptent de jouer dans la série. Et surtout, à combien ils vont les payer, parce que forcément, les salaires à la télévision, les salaires au cinéma... Est-ce qu'ils vont pas mettre un mec chauve dans un fauteuil roulant de dos? C'est possible qu'ils fassent ça. À un moment, il y a un mec chauve dans le premier épisode, je crois que c'était lui. En mode, hop, il est là. C'est lui. Ils vont mettre un fauteuil roulant qui passe. J'imagine bien le montage. Le mec chauve, ils font bouger une armoire pour faire genre c'est bon, il était les pattes. C'est ça. C'est Xavier. C'est ça. Mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir vu en entier, et je me dis, mais peut-être j'aurais même pas compris au bout des 8 épisodes, je suis pas certaine. Mais c'est vrai qu'il y a des choses terribles, et juste la partie, la première partie qui se passe dans l'hôpital psychiatrique, tout le début. Mais même ça, tu comprends pas en fait. Je sais même pas si c'est vrai au final. Je sais pas si c'est vrai, pas vrai, mais c'est tellement bien. C'est bien écrit en fait, c'est bien écrit, compté. C'est bien filmé, c'est bien pensé. Ce personnage là aussi. Ouais. Oh la vache, celle de droite là. Enfin c'est, et l'acteur Dan Stevens. Dan Stevens, ouais, que Mais je ne savais pas que c'était Dan Stevens. C'est vrai. Je te jure. J'ai dit, mais Dan Stevens, Downton Abbey, mais what? Ouais, je ne l'ai pas reconnu. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que Downton Abbey, c'est une série british. Je m'attendais pas, j'en sais rien. Je pas le voir là-dedans jouer un schizophrène. Matthew Crowley, le beau gosse de Downton Abbey, qui est tout lisse dans la série Downton Abbey. Il est tout sauf lisse. Hein. Ah, mais là, c'est... Et il joue vraiment remarquablement bien, en fait. Ah, putain, c'est lui. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ça. C'est lui. Non, mais... Ah non, mais pas du tout. Et du coup, comme on a dit, c'est le créateur de... Enfin, le scénariste de Fargo. Il y a des acteurs de Fargo aussi dans la série. Donc il y a Jean Smart, qu'on a vu dans la saison 2 de Fargo. Il y a Rachel Keller, qui est aussi dans la saison 2 de Fargo.
Il y a d'autres acteurs de Fargo, je crois, qui apparaissent après. Je les ai pas notés. Il y en a d'autres certainement, mais il y a pas mal. Donc il y a Dan Stevens, il y a Aubrey Plaza que j'adore, qui était dans Parks and Recreation forcément. C'est bon. J'étais très très content de l'avoir. Petite anecdote sur son personnage, c'était pas censé être une femme à l'origine. Ouais. C'était un homme, c'était un vieux monsieur, je crois, dans le script original. Et après un casting, finalement, ils ont changé le sexe du personnage, ils l'ont casté elle à la place. Cool. Elle est fantastique dedans. Ouais. Elle joue les tarés remarquablement. Ou les tarés ou pas. Ou pas. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? On ne sait pas qui est fou, qui n'est pas fou, qui existe, qui n'existe pas. À côté, Mr. Robot, c'était simple, quoi. Ouais, il y a un petit peu de Mr. Robot, en fait. Il y a un petit peu de ça, dans le sens où tu sais pas trop si tu dois croire ou ce qui se passe, mais c'est Mr. Robot de puissance 1000, en fait. D'accord. Toutes les scènes que tu veux. Quand même. C'est le mec du nouveau film La Belle et la Bête, nous dit Laure. Oui, exactement. Ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais? Ouais. Avec Emma Watson? Ouais. Ah ouais. Oh. Ouais. Je l'avais vu dans... Tout de suite, j'ai envie d'aller au cinéma. Tout de suite, ouais. Ouais, je l'avais vu dans un autre film, The Guest, qui était très très bien aussi. Bon, ben voilà. Alors, je pense que tout le monde a envie de voir Légion. Hein. Dans la chat. Ouais, on peut pas vous raconter plus que ça. Parce qu'on n'a pas compris plus que ça sur la série. C'est bien. Tout simplement. Donc une série dont on ne peut rien dire, mais qui est géniale. Voilà, regardez le premier épisode, tout ça vous allez savoir. Si vous accrochez pas, vous accrocherez pas au reste. Ça, c'est clair et net. Parce que ça changera pas de. Ouais, ça va, c'est sur le même temps. Toute la suite est sur le même temps. Mais si vous avez été fasciné comme nous par ce premier épisode, vous allez vous régaler jusqu'à la fin. Complètement. Et voilà, on dira peut-être un mot là quand on aura fini. En bilan de fin de saison, quelque chose comme ça sur les gens, parce que de toute façon nous allons tout voir, ça c'est clair et net. Donc FX pour votre week-end. FX, ça fait du bon taf. Moi, les séries de 8 épisodes, j'aime beaucoup parce que ça va directement à l'essentiel. Et si 8 épisodes à chaque fois de cette qualité, je veux bien, je reprends tout le temps. Ah bon, d'accord. Je veux. Bon. Alors, on va peut-être parler d'une série qui fait un peu plus de 8 épisodes, qui fait 13 épisodes exactement. C'est notre Zoom de la semaine et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est la série Iron Fist. Encore une série de super-héros qui est tirée d'un comics. Il n'y a plus que ça à la télévision maintenant, c'est pas possible. Mais oui, cette émission n'est pas sponsorisée par Netflix et donc nous allons dire ce que nous avons pensé d'Iron Fist. Je souris déjà. Il sourit, il est... Je vais te laisser commencer peut-être avant que... il se retient. Donc, dernier super-héros de la team Defender. Ouais, c'est le Die Defender. Ok. Donc on l'attendait pour pouvoir voir The Defenders et ça raconte donc l'histoire de Danny Rand qui est présumé mort dans un accident d'avion avec ses parents, riche famille qui a créé une compagnie, une espèce de multinationale qui s'appelle Rand d'ailleurs. Ouais. Et donc ils décèdent tous les trois dans cet accident d'avion, sauf qu'en fait il n'est pas mort, il a été recueilli dans une espèce de réalité parallèle Kunlun. Par des moines tibétains qui l'ont entraîné au kung fu, enfin toutes les techniques d'arts martiaux, et il est donc devenu l'Iron Fist. C'est ça. L'espèce de le warrior, le guerrier ultime, le seul qui pourra être capable d'anéantir la menace qui pèse sur la ville de New York, qui n'est autre que la fameuse main, la main. Qui était dans la saison 2 de Daredevil. Ouais, c'est ça. Fait, ouais. Donc il revient à New York pour réclamer son dû, en gros. Oui, c'est ça. Il veut retrouver sa vie d'avant sa place, et faire reconnaître qu'il n'est pas mort, sauf qu'évidemment, ça, ce n'est pas si simple puisque la compagnie de son père, il l'avait créée avec une autre personne, donc Mitchum. Et le problème, c'est que maintenant, la compagnie appartient aux enfants de Harold Mitchum et ils vont pas tout de suite laisser Danny reprendre un petit peu les rênes de ce qui lui appartient. Bon. Le scénario classique du Comte de Monte Cristo, qui revient d'entre les morts. Sauf que lui, il cache pas trop son identité quand même. Il cache pas son identité puisque lui, il est Danny Rand, mais personne ne croit que c'est lui. Enfin, le mec, quand même, il va à tous les coins de rue, il serre la main aux gens. Bonjour, je suis Iron Fist. Il se présente comme le Iron Fist quasiment partout. Il dit... Le mec, c'est ça qui m'a fait halluciner. Il commence à parler. Déjà, comment tu peux croire que ce mec n'est pas fou? Il parle à tout le monde. Il commence à leur parler de Kunlun, qui est dans une dimension parallèle. Il leur parle, je suis l'Iron Fist, le guerrier ultime. Mais moi, je l'aurais fait interner dans Légion. Tout de suite. Alors, le mec de Légion me semble plus sain d'esprit que ce type-là. Déjà. Dans la chatroom, il y a Randall Flagg qui se plaint. Que Rand Enterprise c'est sa société. Randall Flagg. Ah oui, Randall Flagg, voilà. Bah oui, forcément. Les grosses blagues de la chatroom.
Toi aussi, t'as 51% de la société, je crois. C'est ça. Mais est-ce que tu es le Iron Fist? C'est ça qui est important. Tout se joue là-dessus. Hein. Bon, alors, déjà pour commencer, la chatroom, vous êtes exactement une série. Je cite Lovozy, c'est con, une série sur les arts martiaux avec des combats mauvais. Exactement. Ok. Exactement. Ça faille direct, en même temps, on parlait de Fist, donc ça tombe bien. Mauvais. Comment dire? Est-ce que tu es un expert en... J'aime beaucoup les films d'arts martiaux, j'en ai Ok. vu beaucoup. Et effectivement, j'attendais Iron Fist sur ce credo-là, et c'est peu dire que j'ai été très très déçu. Il y a beaucoup de combats. Ça combat tout le temps. Ça combat tout le temps, mais bon, les chorégraphies sont assez nazes. D'accord. Dans l'ensemble, le montage est assez raté, donc ça cut tout le temps, chaque plan. Ah, ça cut, ouais. Sans qu'il met un coup de poing, hop, coupé, on change l'angle de la caméra, hop, coup il de a poing. pas besoin de tomber. C'est ça que tu veux dire. Non, moi je suis pas du tout une experte en arts martiaux, je connais que le Airjitsu de Ninjago. Ouais, je suis à ça de niveau. C'est son truc. Et c'est juste qu'en fait ça m'intéresse pas. Donc du coup c'est chiant parce qu'il y en a tout le temps. Il y a que ça. Mais encore, si c'était divertissant, moi j'attendais une série fun, tu vois, c'est un bon divertissement d'arts martiaux avec des gros fights et tout. La scène de Daredevil ou de Luke Cage avec les plans séquences, ça moi j'aime pas. Mieux fait. Les combats c'est pas mon truc spécialement, mais la scène dans le couloir ou dans les escaliers de Daredevil c'est terrible. Mais c'est super alors bien fait. Alors que là, le truc ça art n'arrive martial pas qui est censé être... au dixième de ça. C'est même pas de l'art martial, c'est du suprême art martial, si j'ai bien compris. C'est le gars ultime, le mec. Et bon... Alors, voilà, je vais le défendre un petit peu quand même, dans le sens où... Dans la chatroom, ils sont tous en train de faire ça. Ouais, alors pourquoi est-ce que dans Daredevil, les scènes d'action sont aussi énormes? Parce que Daredevil, il porte un masque. Donc du coup, quand un personnage porte un masque, tu mets un cascadeur à la place de l'acteur. Ah oui. Sauf que là, Danny Rand, lui, il a pas de masque. Enfin, dans le comics, Iron Fist, c'est un masque. Là, il n'y en a pas. Donc du coup, c'est réellement l'acteur qui fait les combats. Et tu sens qu'il n'a pas été très... La formation a été assez courte, je pense, des arts martiaux. Donc j'ai lu une interview où il disait que il avait même pas de préparation sur les scènes. C'est-à-dire qu'il lui expliquait le combat 15 minutes avant. Ah oui, d'accord. Et voilà. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu fais une série d'arts martiaux, c'est pas normal. Apparemment, il a fait une prépa quand même d'arts martiaux avant la série. Je sais pas, j'ai vu ça sur Twitter que en fait, il a annoncé le temps qu'il avait eu comme préparation et il y avait quelqu'un qui était prof d'arts martiaux qui disait mais c'est absolument pas suffisant bien sûr. Pour faire ça. Enfin, c'est. Et après, tu vois, pour comparer avec un autre film genre John Wick. Ouais. Keanu Reeves s'est préparé pendant des mois aux scènes de combat. Juste aux scènes. C'est-à-dire que la chorégraphie des scènes, il l'avait révisée à l'avance. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Même pas une préparation physique. Des combats de Colin alors, du coup. C'est un peu plus crédible, j'ai trouvé. Mais bon, honnêtement, je m'endormais tellement dans la série qu'en fait que je commençais à regarder un petit peu distrait ce qui se passait. Non, le point négatif, en dehors des combats, c'est que le rythme est horrible, c'est chiant à mourir. Tout à l'heure, j'insistais sur les 8 épisodes des séries FX, mais parce que là, il y a 13 épisodes, mais ça n'a pas besoin d'avoir 13 épisodes. T'as une intrigue qui t'aurait tenu encore sur 8. Allez, je vais être sympa, 10 épisodes qui est étiré au possible. Mais en plus de ça, l'épisode 2, il fait 1h10. Est-ce que tu avais besoin de faire 1h10? Il est long, hein? Il est hyper... je me suis pris à 3 fois pour le regarder, tellement c'était long. C'était horrible. Donc en fait, il y a une espèce de faux rythme qui s'installe où tu te fais chier. Tu te fais chier devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu spécifique, quoi. À part le fait qu'ils veulent faire reconnaître qu'il est bien Danny Rand, donc il passe son temps à essayer de prouver son identité. Et à un moment donné, il le fait pendant ça dure très très longtemps, donc les gens le croient jamais. Et au bout d'un moment, il voit je sais pas qui, il lui dit en 30 secondes, et ça y est, il l'a convaincu. Alors, ok, très bien, nickel. Voilà. À part pour les M&M's, ça c'était cool parce que j'avais envie de manger des M&M's. Sinon, l'idée intéressante. Mais justement, l'idée intéressante parce que ça crée un lien avec l'autre personnage, mais. Il n'y a pas d'enjeu, moi je comprends pas. Quand t'as les autres séries de super-héros là, ils devaient tous faire quelque chose pour la ville de New York. Là, juste débarrasser de la main, c'est pas un super méchant. C'est même pas le focus principal des premiers épisodes. Le premier épisode, c'est lui. C'est lui et regagner son nom, et c'est hyper long et chiant. T'as des scènes avec des avocats et tout ça. Désolé, mais je regarde pas Iron Fist pour voir les avocats discuter. Quand même. Ça. Les conseils d'administration là autour de la table. Avant, les gars, je vais bien être sympa, mais quand même, quand des gens qui discutent autour d'une table, il y a rien de pire, il y a rien de plus chiant dans une série ou dans une fiction. C'est complètement chiant. Donc c'est vrai, mais c'est aussi dû au personnage principal qui est ennuyeux. Enfin, je dis tout à l'heure. C'est pas intéressant. C'est vrai que le feedback qu'il a, c'est. J'ai rien contre Finn Jones. Finn Jones, j'ai l'impression qu'il fait de son mieux avec ce qu'on lui a donné
avec ce qu'on a écrit du personnage. Mais son personnage, il a rien de spécial. Tous les autres personnages, les autres, ils avaient un truc en plus. Bien sûr. Ils dégageaient quelque chose. Ils avaient... Voilà, mais il y a une histoire. Enfin, après, ça, c'est une adaptation de comics, faut pas oublier. Donc, ils peuvent pas non plus inventer un background au personnage. Pourquoi mais c'est vrai que la faille, dans tout ce qui arrive à Jessica Jones, qui l'a rendu comme elle est, tout ce qui est arrivé à Luke Cage avant, quand il était gamin. Ils avaient tous une faille à lui, d'accord, il est mort. Bon, ok. Mais quand même. Enfin, je veux dire, après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de défi intérieur à surmonter, rien du tout, non. Voilà, c'est Iron Fist. Il faut juste qu'il trouve des chaussures. C'est ça. En gros, c'est ça, quoi. C'est son truc. Et aller faire des styles à la barbe et aller chez le coiffeur. Non, c'est... Voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gros méchant. Parce que bon, le méchant qu'il nous présente, c'est pas un vrai gros méchant comme The Punisher ou... Moi, je l'aime bien parce que c'est vrai. C'est ça. Ouais, Killgrave, bon, j'aime bien l'acteur, hein, parce que bon, c'est Faramir, on le sait, il est bien, forcément. Mais c'est pas un problème, c'est que c'est pas un... Voilà, celui-là, mais... On dirait un méchant un peu d'un épisode de MacGyver, quand même. Il aurait pu. Il aurait pu un petit peu. Hein, c'est pas Killgrave, ou tu vois, c'est pas... Non. Mais après, j'aime bien les intrigues autour de sa famille, autour des Minchum. Tu sens qu'ils sont complètement tarés. Ouais. Ça va. Moi, j'aime bien Ward, en fait. C'est juste pour expliquer qu'il est méchant, mais il a une raison. Tu vois, voilà, c'est juste un peu ça. Bah, disons qu'ils sont pas intéressants tout de suite, les méchants. Ouais. C'est après qu'ils deviennent intéressants. Quand ça bascule un peu l'histoire, et ils basculent un peu dans le côté sombre, et ils deviennent intéressants. Mais bon, ça les rend pas non plus hyper intéressants. Non, par rapport à, comme tu disais, Punisher, c'est un peu plus intéressant. Mais voilà, comme tu dis, Punisher, Kingpin, quoi. Kingpin, tout à fait. Punisher, Kingpin et même le méchant dans Jessica Jones, c'était pas la même histoire. Ah non, c'est carrément d'un autre calibre. Hein. Tu sens que c'est les restes en fait, hein, Iron Fist. Mais c'est un peu ça. Parce que, d'après ce que j'ai compris, dans les comics, il n'était pas toujours tout seul. Normalement, il fait équipe avec Luke Cage. Voilà, il y a Heroes for Hire. Il y a les deux, normalement. Mais peut-être que tout seul, il est c'est la dernière roue du carrosse, c'est la cinquième roue du carrosse, j'ai l'impression, au niveau des séries. Non, mais au niveau de la production, c'est vraiment la série qui a été faite à la toute fin. Et pendant un moment, on a même cru qu'elle n'allait pas se faire. Cette série. En fait, il y a eu des rumeurs autour de ça. On a cru qu'elle allait être remplacée par une série Punisher, qu'elle allait être remplacée par. C'est vrai qu'on en a parlé, oui. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs. On sent que ça a été fait un peu. Ouais. Non, pitié. Et je peux te dire que la chatroom, ils sont de notre avis. Donc, Léna qui dit mal joué. Ouais, c'est pas je trouve l'acteur qui ouf, mais c'est pas. Moi, j'aime bien l'acteur qui fait Ward. Je trouve qu'il joue bien la violence un peu contenue au début. Enfin, je l'aime bien, j'aime l'acteur. Il va faire pitié à côté des autres Defenders. Ouais, c'est un peu le mec derrière, quoi. C'est exactement ça. C'est le que tu mets derrière. Genre comme. Pourquoi il est là? Parce qu'il a la main. Comme l'autre dans Avengers, là, celui avec l'arc, là. Ok. Voilà. Ouais, mais ok, il est cool. Ouais, non, il le cache derrière, tu vois. Alors, à côté de Daredevil, c'est triste quand même. Le seul plan qui vaut le coup, c'est quand il passe par la fenêtre et il donne le coup de poing dans le sol. Ouais, il était cool ce plan. Ouais. Est-ce qu'on parle de la temporalité de Claire Temple? Je suis pas encore. Mais c'est vrai qu'avec Claire Temple, alors je saurais pas. J'ai vu effectivement des trucs là-dessus sur la temporalité. On sait pas trop en même temps quelle série ça se passe. C'est après toutes les séries ça se passe ou... Ah oui, c'est après celle de Luke Cage, sûr et certain. Ok. D'accord, bon. Ah, on a du positif. Ah ben Randall Flagg, Ward est top. Ouais, je trouve la série pas si mauvaise. Non, on est un peu dur, c'est pas nulos. On a vu Iron Fist, c'est un gros niais, ce qui casse le truc. Mais ça passe. Mais franchement... Après, ça passe en dernier, mais bon, non, mais même. Mais même, disons que Luke Cage et Jessica Jones, quand ils se viandent pour se battre, parce que c'est des gros tanks, on s'en fout, en fait. On les pardonne. Mais là, pour Iron Fist, tu t'attendais à un truc un peu plus péchu, quoi. Ouais. Et t'es deg de pas l'avoir. Ben ouais. C'est censé être une arme vivante, le mec. Ben c'est ça, fallait t'en mettre plein la gueule. C'est la série qu'on attendait pour ça, quoi. C'est ça. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y a d'autres séries qui le font mieux. J'ai comparé à Arrow, parce que bon, c'est Super Arrow et que même le personnage est un peu similaire. Mais les cascades de Arrow sont d'un niveau totalement au-dessus que ce qu'on peut voir dans Iron Fist. Mais oui, non, mais... Moi, je suis... franchement, ça, je crois que je me demande si je vais finir. Franchement, j'ai envie de voir Defenders, j'ai beaucoup aimé les autres séries. Moi, j'ai regardé la série et je suis parti avec un a priori négatif, déjà. Moi, j'ai vu le trailer d'Iron Fist, dans toutes les séries Marvel, tu regardais le trailer des séries, il y avait au moins un plan qui tuait la gueule. J'ai vu celui d'Iron Fist, il n'y avait rien. Alors déjà, ça m'a un peu refroidi. Et je pense que si on n'avait pas préparé l'émission, je suis même pas sûr que j'aurais regardé la série. Ouais. C'est pour tout dire.
Je sais pas si je vais finir, je vais regarder ça en mangeant peut-être. En mangeant. Ouais, alors ça va être la série, tâches ménagères. Ouais, tâches ménagères, c'est ça. Il y a des gens qui font la vaisselle en regardant les séries. Ça m'est déjà Moi, arrivé, j'essaye pas parce que je suis trop maladroite, donc je pense que mon iPad finirait dans l'évier, donc non, mais sinon, j'ai déjà fait ça. Ce genre de choses, ouais. Parce que franchement. Le passage, là. C'est comme ça, tu vois. Ouais. Puis bon, après, moi, quand j'ai vu que l'actrice, c'était Jessica Straub. Tu n'es pas fan de Jessica Straub? Alors, Jessica Straub, cette demoiselle, a joué dans 90-210 quand même. Hein. Ah oui, non, mais The Following. Bien gentil, The Following. Oui, Déjà, c'était pas. Ah, mais non, 90-210 quoi. Ok? C'est la demi-sœur de Kelly. Waouh! Tu m'en bouches un coin. Attends, je bosse dans la série ou je bosse dans la série? Tu connais Kelly quand même de Beverly Hills. Oui, tout à fait. C'est sa demi-sœur. Voilà. Donc voilà. En plus, elle était anorexique, donc. Pour de vrai. Non, c'est moche. C'était pas bien pour les jeunes filles et tout. Non. Bref. Tout ça pour dire que bof quoi. Le mec du Seigneur des Anneaux. Bon, ok, il a fait Faramir. Voilà, je suis attaché à Faramir, donc forcément. Ouais, enfin attends, Là, c'est juste mon petit cœur qui parle, mais c'est ça, objectif, je dirais que c'est nul. Geek, parce que franchement. Voilà, donc bon, bof et rebof. Oui, rebof. Jeff, t'as vu combien d'épisodes toi? Je crois que j'en suis à 6. Pas mal. Je suis presque à la fin. Non, t'es un peu dans la moitié là. En plus, je vais regarder. En plus, le problème des séries, de ces séries de super-héros, ce qu'on avait dit, c'est que Daredevil, Attends, c'était quoi? Non, c'était. Je me souviens plus ce qu'on avait dit. Daredevil, la deuxième moitié était pas top. La première moitié de la saison 2 était bien, la deuxième moitié j'en suis à 11. J'ai vu 10 épides. Wow. C'est un fou. Ah, quand même. D'accord. Ah oui, là, t'as presque fini. Donc, Daredevil, ils avaient un problème de fin de saison. Luke Cage, c'était au milieu où c'était tout mou et on a dû se taper 3-4 épisodes pas top pour finir. Et il y a toujours eu un truc comme ça dans chaque série. Donc, si déjà dès le départ c'est pas top. C'est ça le truc quand même. Il y avait des éléments pas top. Même Jessica Jones, il y avait quelques longueurs, j'avais trouvé. Mais bon, tout le reste rattrapé les quelques longueurs. Là, il y a certains défauts qu'on a cités dans les autres séries Marvel, Netflix, sauf qu'il n'y a rien finalement pour compenser derrière en fait. C'est ça. C'est ça le problème. D'accord. Donc voilà, bon, alors oui, vous n'êtes pas tous... Ah, Randall Flagg a tout vu. Oui, on t'applaudit, c'est bien. Beau gosse, bravo. Bien. Ah, Shaft 52 aussi a fini. Mais alors, ça s'améliore ou si c'est pareil, peut-être que... Moi, franchement, je préfère regarder Légion ou... J'en suis à l'épisode... Ouais, c'est ça. À l'épisode 8-10, ça bouge un peu. Et franchement, j'ai pas la patience d'aller jusque-là. Hein. Après, c'est dispo sur Netflix, tu vois. Oui, alors. Pas les autres. Pas les autres. Quoi? Légion, on va regarder sur OCS. Sur Netflix, sur Netflix, dans quelques semaines, il y aura Fargo, il y aura Master of None. Il y a tellement de bonnes choses à voir en ce moment, j'ai pas envie de... On mérite mieux quand même. Attends, ça s'améliore après l'épisode 5-6. Attends, j'en suis au 5 là, j'en suis au 6. Ça veut dire qu'il faut que j'attende 6 heures pour que ça devienne... Bon non, j'ai vu plus des épisodes. Le temps de Kevin est précieux. Ah bah bien sûr, vous croyez quoi les gars? D'accord. Bon, ben... Je suis compte en heure moi. Ah, il te compte en heure. J'ai le compteur qui tourne et je regarde. Il va se mettre au sitcom maintenant, ça va aller plus vite, ça sera beaucoup plus court. Bon voilà, donc on n'a pas trop... Grosse déception. On est déçus. Pour résumer. Golgoth qui dit Iron Fist c'est de loin la pire série Marvel. Les combats sont nazes, l'intrigue ne décolle que sur la toute fin et c'est pas fou pour autant. Ouais, c'est pas normal. Merci, voilà. Bon, mais je pense qu'on n'a pas vraiment la divergence de la chatroom pour ça. C'est déception. La 5e roue du carrosse, celui qui... voilà. Du coup, bon, j'espère que les Defenders vont être bons. Hein. Mais déjà, il y a moins d'épisodes, ce qui me rend un peu confiant. Ça y est, sur ces épisodes. Non, mais moi, je sais que je focalise un peu là-dessus et sur le rythme. J'aime bien les trucs qui sont un peu rythmés et qui ne perdent pas du temps pour rien du tout. Là, il y a 10 épisodes, je crois, pour Defender, qui vont pouvoir aller directement à l'essentiel. Comme ils ont introduit déjà tous les personnages, j'espère que ça traîne pas trop en route. J'ai plus trop la patience moi de voir les trucs qui mettent 10 ans pour démarrer, je t'avoue. C'est ça. Donc bon, sinon c'est dispo donc sur Netflix, tous les épisodes sont d'un coup. On pourra binger tout ça, ou pas. Dispensable, on va dire dispensable, totalement. Sauf si vraiment vous êtes un gros fanat de comics. Ou complétiste, vous allez voir toutes les séries. Ça c'est moi ça.
avant de voir Defender, ouais, je comprends. Ça se comprend totalement. Hein. Bon, bref. Mais voilà, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. C'est ça. Passez-vous-en. Ouais. Ok. C'est tout pour nous, mais on va pas se quitter avant de faire notre traditionnelle rubrique What Else que les gens nous réclament et qui aurait été absente du podcast si j'avais pas essayé de faire, mais je pense que je vais pas faire aussi bien que Kevin, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Donc tout de suite le What Else. Bon, dans What Else, Kevin. Alors Sophie, dans la rubrique What Else ce mois-ci, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler d'une actrice dont nous avons parlé dans toute l'émission, qui a commencé sa carrière en 1979, donc qui n'est pas toute jeune, hein, pour pas être méchante, ouais. Et dont la première apparition télévisée notable est dans la série Frasier en 2000, dans lequel elle joue une aventure d'une nuit. On a eu beaucoup de Frasier. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer la photo, s'il te plaît? Jean-Jeff. Belle capture d'écran, magnifique. Magnifique. Il s'agit donc d'une actrice des Feux de l'amour, on dirait. Non. Non, c'est qui? Bon, c'est Jean Smart. C'est Jean Smart. Donc, qui était dans la série dont on a parlé tout à l'heure je vais dire Fargo, mais Légion. De Légion. Qui est dans Légion. Frasier qui est très très bien d'ailleurs. Oui, Frasier, très très bonne série. On en a déjà dit ça la dernière fois, je crois. Et donc voilà, donc première apparition notable parce qu'elle a fait d'autres trucs, etc. En 2006, on la retrouve dans une série avec un compte à rebours. Qui, saison 5 et saison 6, est-ce qu'on peut avoir l'image? Charmante et souriante. Ouais. Elle joue Martha Logan. Martha Logan, c'était la femme du président Logan. C'était la femme du président, j'avais oublié. Et qui a été quand même élue meilleur personnage de 24 des saisons 5 et 6. Bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Hein, après qui met le cougar, de toute façon. Là, j'ai commencé à décrocher 24. Ouais, moi je l'ai vu, mais je m'en souvenais pas vraiment. Et en fait, son personnage est inspiré d'une personne qui a lâché des infos pour le Watergate. Ah oui. Voilà, parce que dans la série 24, elle va dénoncer son mari. De gorge profonde. Ouais, en gros, voilà. Mais d'une femme, pas... Et donc elle dénonce son mari président dans 24 et c'était inspiré d'une... Oui, c'était qu'il balance, ouais. Donc c'était assez intéressant comme personnage. Moi perso, mon souvenir c'était plutôt une sitcom qui s'appelait Samantha Who en 2007. Ouais. C'était il y a longtemps. Et c'était avec Christina Applegate. Oui, j'avais vu le premier, je crois. Moi j'avais tout vu. Qui était une femme qui était amnésique, qui sortait d'un coma, je crois, qui était donc amnésique et qui essayait qui découvrait en fait que c'était une pire garce dans la vie et qui essayait de racheter un peu ses actions, mais elle était quand même un peu garce quand même, donc c'était assez sympa. Et elle jouait sa mère, Regina, qui était un personnage aussi haut en couleur. Voilà, c'était assez sympa cette série, moi j'ai bien aimé. Quelques années plus tard, on la retrouve dans la série Hawaii Five-O. Elle joue Patricia Jameson, qui est le gouverneur de Hawaï. Et en fait, c'est elle qui a fondé l'unité 5O. Et donc, qui donne comme mission à Steve Garrett de nettoyer l'île et de fonder son... Enfin, en fait, elle est à l'origine. C'est elle. C'est grâce à elle qu'on a l'unité d'élite de... Oui, c'est elle qu'il faut taper. C'est elle qui a l'unité d'élite de Hawaii Five-O. Donc bon, bref, c'était pas mal. Alors en 2014, il s'est passé un truc. On n'a pas vu ici. Enfin, on a peut-être sur M6, ça a dû passer un jour. Il y a eu un téléfilm qui s'appelle William et Kate, Romance Royale. What? Oh yeah. Oh là là. En anglais, William and Catherine, parce que Kate, je sais pas, ça faisait bien. Vous voyez un peu, ils ressemblent pas trop. Donc un espèce de film, téléfilm. Et c'est à la photo, s'il te plaît, Jeff, de sa tête, parce qu'il y avait une deuxième photo où on la voit, ça c'est la pochette. Ah. Oh, qui est-elle? La femme de Charles, comment ça s'appelle? Camilla.
Camilla Parker Bowles, avec un magnifique chapeau. Du coup, Victor Garber, il joue Charles. Victor Garber joue Charles. Absolument rien à voir avec Charles. Ouais. J'aime beaucoup Victor Garber. Alors, en gros, le Daily Mail, qui est toujours très sympathique dans ses commentaires, a quand même dit le couple le moins ressemblant de la Terre entière. C'est vraiment grave. C'est sûr que Victor Garber, ils sont trop beaux, en fait, Charles, ils sont trop beaux pour on n'a pas vu la même personne. Elle a aussi joué dans un espèce de téléfilm. Elle fait pas mal de téléfilms. Attention, qui s'appelle Le Cœur a ses raisons. C'est pas la série québécoise. C'est, merde, dommage. Journal d'une institutrice. Téléfilm produit et réalisé par Michael Landon Jr. Il y a un Michael Landon Jr. Et il y a des anges aussi là-dedans ou... Non, mais déjà tu vois le truc, tu sens que c'est la petite maison dans la prairie. Le truc, et ce truc, ça a tellement marché. Ça a marché qu'ils ont fait une série. Il existe donc une série qui s'appelle, je n'ai jamais entendu parler, qui s'appelle Le Cœur a ses raisons, journal d'une institutrice. Bon, le pitch, je vous épargne le pitch. Le truc diffusé sur M6. Attends, en anglais, parce que ça ressemble à ça, mais ça a fait une série. En anglais, When Calls the Heart. Ok, si vous voulez chercher chez vos cousins. Non, franchement, cherchez pas, ne connais pas. C'est terrible, ils font des trucs, c'est hallucinant. Oh là là, avec l'actrice principale, c'est la fille qui joue dans La Fête à la maison, Tante Becky, truc Lolline là, ou je sais plus comment elle s'appelle. Oui, je situe. Tu vois Rebecca là, voilà. Oh là là. Oui, bon, bref. Heureusement, elle a fait Fargo saison 2 et là tout s'est effacé. Elle s'est rachetée. On a oublié tous les téléfilms de l'après-midi de M6 ou de TF1. Et là voilà, en mère de famille avec des balls. Ah, alors ça pour avoir des balls. Famille Gerhardt, les escrocs du truc. Qu'est-ce qu'ils étaient bons, hein. Très bon. Donc elle jouait dans Fargo. Et dans Fargo, elle jouait la mère de plein de monde. Et notamment sa fille qui était... Ah oui, effectivement. Qui était celle qui joue dans Légion. Celle qui joue dans Légion, magnifique. Comment s'appelle Rachel Rachel, je sais plus quoi, j'ai été dans la tablette. On l'a dit tout à l'heure, t'as éteint ta tablette. Ah oui, en vacances. Ça y est, attends, tu fais le water, c'est fini. Rachel Keller. Oui, donc voilà, c'était assez marrant parce que dans la série Fargo, elle joue la mère de Rachel Keller, qui est l'actrice qui est aussi dans la série Légion avec elle. Comme quoi, la boucle est bouclée. Fargo est partout, Légion est partout. Je l'avais pas reconnu au début dans Légion. Non plus. Enfin, j'ai mis du temps parce que la tête me disait quelque chose. Mais je l'ai pas remise directement. Donc voilà pour Jean Smart. Je retiens Le Corps à ses raisons. Quand même. Là, je pense que... Je ne connaissais pas, je me note. Et peut-être que le mariage, le Kate and William pour préparer la saison 2 de Feud. Ouais, carrément. Tu vois le à ne pas faire. Ils vont l'afficher dans leur bureau, ne pas faire. Ne pas faire. Donc, non, mais Jean Smart, on la voit partout et elle a fait plein de trucs quand même, c'est plutôt cool. Voilà, c'était tout pour le What Else. Eh bien, merci à toi. N'est-ce pas? Et oui, j'avais oublié qu'elle était dans Fargo, dit Louisie. Ben ouais, c'est quand même vachement... Elle a grossi et s'appelle maintenant Jean Renaud Espace. La chatroom, toujours là pour les petites blagues de fin d'émission. Je valide, je la valide. Voilà. On a des humoristes. Ou Lord Darksurion qui nous dit fun fact, Michael Landon a eu 9 enfants. T'as très Charlie Ingalls quand même dans l'idée, pour le coup. Donc voilà, c'est tout pour nous. Au mot de la fin. Regardez Légion. Ok, t'es convaincu? Non, je sais pas, il y a regardez plein de séries. Regardez plein de séries, sauf Iron Fist. Iron Fist. Non, vous regardez Iron Fist, c'est votre doigt depuis... Suivez la chaîne. Suivez Twitch. Sub à Twitch. Là, il n'y a pas d'adresse, on sait plus. Il n'y a rien. Suivez Jean-Jeff à la régie, c'est lui le boss, de toute façon, c'est lui qui est dans la place. Les autres streams de la chaîne sur geeking.fr/agenda. Ok. Et nous, on vous donne rendez-vous normalement dans un mois, quand on aura revu plein de nouvelles séries. Et alors, c'est quoi les séries là? Du coup, ça va être. C'est quoi les séries? Ça va être Fargo. Ouais. Ça va être Fargo, ça va être The Leftovers. Fargo, The Leftovers, American Gods. Ouais. Ah, c'est le programme, ça va être bien. Déjà, ces trois-là, il y a d'autres trucs qui nous viennent pas en tête là, mais qui sont aussi du lourd. Là, et Feud qu'il va falloir continuer parce qu'on n'a pas vu assez. Plus les séries dont on a parlé là qu'il faut terminer. C'est ça.
C'est ça, non, il y a un sacré programme. Il y a du bon, il y a du bon. Et puis Kevin était en train de nous dire qu'il était en train de faire du rattrapage sur Twin Peaks qui arrive en mai. Exactement, ouais. Je me remets à jour parce que j'avais pas vu la fin de Twin Peaks, je vous le dis. Donc voilà. Donc, oui, Better Call Saul aussi, toujours. Voilà, c'était Better Call Saul qui manquait. Qui revient. Et Master of None, c'est pas C'est en mai, Master of None. Et oui, il y a plein de choses, donc c'est... Tout le monde se réveille au mois d'avril. Au mois d'avril, un avril ne se découvre pas d'un fil et regarde des séries. Regarde des séries, exactement. C'est ça. Allez, merci les gens, à très vite pour plein de nouvelles séries. Salut, salut. Bye bye.